Bonjour et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Et aujourd'hui, nous parlons couple. Vous l'avez certainement reconnu parce qu'il est déjà venu dans le podcast pour nous parler de sexualité. Le docteur Gilbert Boujaoudé vient nous parler amour et longévité. Comment gérer la vie à deux sur le long terme? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on peut changer? Bref, le couple, mode d'emploi. Cet épisode a été enregistré chez Wojo Saint-Lazare, notre coworking préféré au cœur de Paris. Et je vous rappelle que pour vivre longtemps en pleine forme, il faut surtout faire du sport et bien manger. Et pour ça, rien de mieux que de profiter de l'après-vente de l'Expérience Club pour mon programme de coaching sur mon application Lucille Woodward. Allez, je vous laisse avec l'épisode qui a débuté par un point sensible. Ne soyez pas surpris parce que la conversation a juste commencé comme ça, le périnée des hommes. Bonne écoute. Merci beaucoup Gilbert de venir à nouveau dans ce podcast. Tu es déjà venu, on avait parlé beaucoup de sexualité. Ouais. Aujourd'hui, on va plutôt parler couple parce qu'il y a eu cette phrase que tu nous as dit dans le dernier podcast. Le couple, les êtres humains sont plutôt faits pour être en couple par phase, par petits brins d'années ou décennies. Mais j'avais rajouté avec la capacité qu'a l'être humain de changer ce qui est génétiquement prévu. Voilà. Exactement. Donc, on va revenir plutôt sur ça, sur le couple, la longévité, le sexe dans le couple. Mais avant ça, en off, juste avant, tu m'as dit, il faut absolument qu'on parle d'un truc de fou, Lucille. Oui. C'est du périnée chez les hommes. Et là, je te dis, vas-y, tribune ouverte, lâche-toi. Les hommes ont un périnée. Et il est extrêmement important, même si on en parle peu. D'abord, je te remercie de me réinviter une nouvelle fois. Je vais essayer d'être un peu plus... Non, mais c'était très bien, on a le temps, on est sur un temps long, voilà, tu peux y aller. C'est vrai, j'ai apprécié ça, j'ai beaucoup apprécié. Tu vois, je m'installe. Oui, en fait, je me rends compte que c'est souvent négligé. Et j'ai beaucoup de patients, d'amis qui font du sport, de la musculation, etc. Et souvent, je leur dis, je suis sûr qu'il y a un muscle que tu n'as jamais travaillé. Et ils réfléchissent, ton périnée. Et effectivement, ils se rendent compte que non. Et surtout, que quand on fait du sport, on a souvent des efforts qu'on appelle à glotte fermée. C'est-à-dire, on fait un effort, on bloque la gorge et on fait pour soulever, par exemple, pour prendre un appui pour sauter. On fait cet effort-là. Quand on fait ça, se ferme automatiquement. Voilà, c'est pour augmenter notre force. Par exemple, on soulève un truc lourd. Ouais, un canapé, un déménagement. C'est rare qu'on fait... Oui. Non, souvent, on bloque la respiration. Donc, quand on fait du sport et qu'on a ces mouvements-là, qu'est-ce qui se passe? On a l'air qui est sous pression dans le corps, dans le poumon. Cette pression-là, elle ne va pas aller dans le dos, parce qu'il y a les vertèbres qui sont solides. C'est de l'os avec des muscles très costauds. Elle ne va pas aller devant, parce qu'il y a les côtes, il y a un moment, ça va protéger. Souvent, on travaille les abdos, on fait de la muscu, donc les abdos sont costauds. Elle va aller où, cette pression? Elle va descendre, taper sur le périnée. Donc le périnée, il va s'affaiblir, s'affaiblir, s'affaiblir. Qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Chez les femmes, je sais. Eh bien, à peu près la même chose chez les hommes, c'est-à-dire avec l'âge, d'organes, des troubles urinaires. Chez l'homme, il y a moins de risque de descente d'organes parce qu'il n'y a pas l'utérus qui est juste au-dessus. D'accord, il n'y a que 2 trous. Voilà. Non, il n'y a qu'un trou, pas 2. Il y a l'anus qui est à l'arrière. D'accord, il n'y a que 2 trous. Il y a l'anus et l'urètre. Les femmes ont le vagin, l'urètre. Exact. Et le vagin, il est plus large que les 2 autres. Et donc, ça affaiblit. Chez l'homme, ça va donner quoi? Quand on va arriver à 50, 55 ans et plus, on va commencer à avoir l'hypertrophie de la prostate, donc des troubles urinaires. Si le périnée ne compense pas, en fait, on va avoir plus de problèmes urinaires que si on avait travaillé le périnée à l'âge jeune. Attends, parce que moi, je sais que les femmes ont des troubles urinaires. Je connais très bien, j'ai fait un programme périnée, j'ai été sensibilisée, j'ai eu 2 grossesses, j'ai fait 2 fois la rééducation du périnée. Les femmes sont très sensibilisées. Très sensibilisées à ça. Les hommes ont des fuites urinaires à cause d'une faiblesse du périnée? Les deux. Chez les hommes, on a ce qu'on appelle... souvent, ça commence à partir de 45-50 ans, mais ça peut être beaucoup plus tôt chez des personnes anxieuses, parce qu'il y a un lien entre l'anxiété et le périnée. Mais attends, troubles urinaires chez les hommes, donc c'est en gros, par exemple, ils font un effort et ils ont des gouttes comme pour une femme? Oui, c'est quoi? Et ça peut arriver, mais les 2 types les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle symptômes obstructifs ou symptômes irritatifs. Obstructif, c'est quoi? En fait, ça ne s'écoule plus. Ça, c'est la prostate. On doit pousser pour que l'urine sorte, etc. Mais si on ne travaille pas le périnée, ça va donner aussi autre chose. On doit, dès qu'il y a un peu d'urine dans la vessie, faut se dépêcher à aller uriner. Comme si on n'a plus la capacité de retenir.
On perd presque une goutte avant d'arriver. On commence à avoir effectivement, on fait pipi, on sort des toilettes et puis il y a une goutte qui coule. La miction continue. Une minute, 2 minutes plus tard, il y a encore de l'urine qui continue. Et en fait, le fait de travailler le périnée jeune et à cet âge-là, ça évite les problèmes urinaires liés à la prostate. Alors, comment est-ce qu'on travaille le périnée chez l'homme? Parce que c'est vrai que chez la femme, donc nous, on sait, donc c'est comme si on se retenait d'une forte envie de faire pipi ou d'aller à la selle, de maintenir cette sorte de sensation de contraction, de la remontée en direction du nombril. Voilà, on peut la travailler comme ça, mais aussi à l'effort. C'est à peu près la même chose chez l'homme. Chez les hommes, c'est pareil. C'est à peu près la même chose. On va contracter, comme si on voulait se retenir de faire pipi. Ensuite, on rajoute comme si on se retient d'aller aux toilettes, de faire caca. Un peu comme si toute cette zone-là ferme. Et il y a 2 façons. On peut travailler une contraction très forte, 2-3 secondes, relâcher, 2-3 secondes, relâcher. Je suis sûre que tout le monde est en train de le faire là, en ce moment. Beaucoup de gens écoutent le podcast en voiture, en couple. Et je vais vous donner un défi juste après. Il y a un défi juste après. Et il y a l'autre qui est un peu plus difficile et encore plus efficace. On contracte et on essaie de tenir le plus longtemps possible. Là, les personnes qui nous écoutent... Et est-ce qu'on remonte la sensation vers le nombril? Comme les femmes, on a cette sensation un peu de remonter. Pas obligé. On peut laisser toute la contraction là. Par contre, je peux vous dire que là, les personnes qui nous regardent, ils sont en train d'essayer de voir combien de temps ils peuvent tenir. 10 secondes, 20 Moi, j'y suis encore. 30 secondes. Alors, les femmes, en général, qui ont travaillé le périnée, elles peuvent aller à 30 secondes sans problème. Ah oui. Les mecs... 30 secondes fort, pas sûr, mais... Mais on peut tenir 30 secondes. Là, les mecs, au bout de 5-10 secondes, il y en a beaucoup qui commencent à dire je commence à perdre un peu le contrôle. Il faut répéter. Soyez pas surpris, quand vous répétez, vous aurez des courbatures. C'est comme n'importe quel muscle. Comment ça se ressent, la courbature du périnée? Dans les 2-3 jours qui suivent, mais en fait, en marchant, on va dire tiens, c'est marrant, ça tire un peu entre les testicules et l'anus, tu vois, ça tiraille un peu. Ou on est en train de faire l'amour, on dit tiens, c'est marrant, c'est pas que la même sensation, ça dure 2-3 jours comme n'importe quelle courbature, comme s'il y a un bleu. Et ça passe. Et le périnée, on peut l'utiliser aussi pour apprendre à contrôler l'éjaculation. Pour rappel, l'éjaculation rapide concerne 20 à 25% des hommes. Donc c'est un des problèmes les plus fréquents. Combien de temps l'éjaculation rapide ça... Tu vas rigoler. Ah ben je sais pas moi. Aux États-Unis, c'est 1 minute. En Europe, c'est 2 minutes. De pénétration. On prend le temps de la pénétration parce qu'il faut un repère. Court, là. Alors, pourquoi cette différence? Simplement parce qu'on considère... Enfin, c'est pour des raisons de remboursement. Aux États-Unis, ils se sont dit si on met le chiffre à 2 minutes, les assurances privées vont rembourser trop de thérapie. Donc, on met à 1 minute. Pour nous, sexologues, en fait, c'est 2 à 3 minutes, mais ce n'est pas le délai le plus important. C'est la sensation de maîtrise. Quelqu'un qui éjacule en 4 minutes et qui dit « mais moi, quand ça vient, impossible de moduler quoi que ce soit », mais il a une éjaculation non maîtrisée, une excitation non maîtrisée. Et là, pour l'éjaculation, ce n'est pas renforcer le périnée, c'est mieux le gérer. Donc, c'est... Savoir le contracter quand il faut, relâcher quand il faut. Par exemple, pendant l'acte sexuel. On apprend d'abord en dehors du rapport, tous les jours. La fameuse expression, on n'apprend pas à naviguer en temps de tempête. D'accord, très bien. Quand il y a une tempête d'excitation sexuelle, c'est pas le moment où on va s'entraîner. Mais c'est un peu pareil pour les femmes, finalement. On fait son éducation du périnée, rééducation. 5-10 minutes par jour. On se dit, voilà, pendant l'acte sexuel, si on veut augmenter des sensations, on veut contracter, on essaie de commencer à l'utiliser de plus en plus. Exact. D'ailleurs, pour l'éjaculation rapide, c'est comme chez les femmes qui ont un vaginisme. Chez les femmes qui ont un vaginisme, le tonus du périnée est excessif. Le vaginisme, c'est impossibilité ou grande difficulté à pénétrer. Parce que les muscles autour du vagin sont hyper contractés. Et là, on va faire un travail plutôt de pousser. D'ailleurs, un des trucs qu'on connaît sans s'en rendre compte, quand on pousse, le même exercice que j'ai fait tout à l'heure, le même mouvement quand on tousse, quand on rit, en fait, ça ouvre tous les sphincters de cette zone-là. C'est comme ça qu'on perd un peu d'urine quand on a des fuites urinaires. C'est la même chose homme-femme, en fait. Oui. Donc, musculation, rigoler, éternuer, tout ça, c'est le réflexe de contracter son périnée. Et pour apprendre, par exemple, à retarder l'éjaculation, ça, c'est le défi que je vous ai dit, vous pouvez faire 2 tests. Concentrez-vous sur la zone qu'il y a entre les testicules et l'anus. Et poussez. Laisse faire. Voilà. Sans creuser les jambes comme moi. Essayez de pousser, je vais le faire avec vous, tiens. Essayez de pousser vers le bas, mais sans contracter les abdos. Il est en train d'essayer. Attends, pas simple, donc la zone entre les testicules et l'anus, et on essaie de la pousser vers le bas, de la bomber vers le bas,
comme ça. Bomber. Bomber vers le bas, sans pousser avec les abdos. Ben, c'est pas si simple que ça. Et pourtant, on peut arriver à le faire un tout petit peu. Si on arrive à le faire un peu à la fois lors des rapports sexuels, il suffit de faire ce petit mouvement et ça retarde l'arrivée de l'éjaculation. Une autre façon de faire un contrôle fin sur le périnée. Tous les ados vont se partager cette vidéo. Et un autre, partagez à vos ados. Très utile aussi, ça tout le monde peut le faire, femmes, hommes. Essayez de serrer l'anus comme si vous voulez vous retenir d'aller faire caca, mais sans que rien ne bouge devant. Ni au niveau de la vessie, juste l'anus. C'est pas si simple que ça. C'est pas facile. Et ben, on peut apprendre en le faisant lentement, délicatement, progressivement à le serrer, sans trop bouger devant. Sans contracter les fessiers. Sans trop contracter les fessiers. On n'y arrive pas complètement, mais on y arrive. Quel est l'intérêt de ça? En fait, je suis en train d'apprendre à différentes fibres dans mon périnée qu'elles peuvent fonctionner de façon indépendante, différente. Et donc, lors des rapports sexuels, inconsciemment et consciemment, je vais utiliser telle ou telle zone selon ce que j'ai besoin de relâcher, de contracter, etc. Hyper intéressant. Et c'est vrai que les hommes qui font du sport ne pensent pas à protéger leur périnée. Pour le protéger, c'est très simple. Quand on soulève du lourd, on fait de la musculation, quand on fait un effort et qu'on bloque la respiration, à chaque fois qu'on bloque notre respiration, on bloque en bas. Et après, ça vient un peu en réflexe, non? Oui, après ça devient une habitude. C'est habitué. Ouais. Parce que par exemple, notamment en course à pied, en tout cas chez les femmes, quand on a fait une bonne rééducation du périnée, on n'a plus besoin de penser à contracter son périnée quand on court, parce qu'en fait, automatiquement, tu as un 30-40% qui s'installe. Exact. Et chez les hommes, c'est pareil. Okay. En général, c'est une période de 3 à 6 mois pendant laquelle on doit faire attention. Et après, ça devient Et là, un réflexe. Ça ne se fait pas chez le kiné, par contre, c'est que à la sensation. On peut le faire tout seul, oui. Okay. Par contre, chez le kiné, ça sera si on a une opération pour la vessie, pour la prostate, une opération d'un cancer, etc. Là, on fait de la vraie rééducation kiné parce qu'il y a besoin de vérifier l'évolution. Là, on peut le faire tout seul, un peu comme ce que j'ai dit. Et comment on va vérifier que ça progresse? En fait, on va le voir lors des relations sexuelles que la performance, entre guillemets, est un peu différente. Le contrôle est différent. Ok, hyper intéressant. Merci pour tous ces messages. Juste pour l'anecdote, donc moi, vraiment, je me rappelle très bien au début, j'ai commencé à travailler en salle de sport. Je travaillais dans les salles de sport où il y avait beaucoup d'hommes, voilà, qui font attention, à leur corps. Et donc, en fait, je faisais des cours d'abdos où je parlais beaucoup du périnée. Je me rappelle vraiment de cette fois où un monsieur était venu me voir à la fin de mon cours en me disant « Mais vraiment, vos cours d'abdos sont superbes. En revanche, arrêtez de parler de périnée. » Et donc, je l'ai regardé comme ça. J'étais assez jeune, j'avais pas trop de répartie. Je lui ai dit, mais les hommes aussi ont un périnée. Et il est parti en rigolant. Et il est très, très utile. De me recevoir. Ouais. Malheureusement. Par contre, une fois qu'il y a les problèmes sexuels, là, en général, les hommes commencent à s'intéresser à leur périnée. Et ils écoutent. Et là, tout d'un coup, ils disent, il faut que je fasse quelque chose. Mais peut-être un peu tard. On arrive à rattraper, mais l'idéal, c'est de travailler en prévention, en fait. Autant préparer la suite, quoi. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette... Merci de m'avoir permis de le dire. Super intéressant, mais du coup, juste encore pour rester un peu dans le sport, est-ce que le sport aide à être mieux dans sa vie sexuelle? Et inversement, est-ce que une bonne santé sexuelle peut aider à être meilleur dans son sport? Je pense que ça ne surprendra personne si on dit que le fait de faire de l'activité physique et sportive régulière est bénéfique pour la sexualité. Et ça a été démontré largement, plein d'études l'ont démontré. C'est quoi? C'est genre les vaisseaux sanguins, la circulation sanguine? Il y a 3 impacts en particulier. La microcirculation de sang se fait mieux. Okay. Or, on a besoin d'une super microcirculation de sang pour que les organes génitaux fonctionnent. Nos hormones sont plus régulées. Et attention... Beaucoup pensent que c'est pour augmenter les hormones comme la testostérone ou d'autres. En fait, c'est pour réguler les hormones. Et donc, ils vont avoir un meilleur équilibre, légèrement élevé en testo, ce qui est très utile. Pour info, la testostérone est hyper importante chez les femmes, même si on n'en parle jamais. Oui, tout à fait. Et une info qui surprend à chaque fois qu'on le dit, les femmes ont plus de testostérone que d'œstrogène. Et on dit tout le temps que l'hormone principale, c'est l'œstrogène. Et on oublie que l'œstrogène est fabriqué en partie à partir de la testostérone. Et on dit que c'est vrai qu'il y a moins de testostérone chez la femme. Il y a 9 à 10 fois moins de testostérone dans le corps féminin que dans le corps masculin. Ça, on est d'accord. Mais il y a 20 à 30 fois plus de testostérone que d'œstrogène dans le corps féminin. Okay. Donc c'est une hormone hyper importante. D'ailleurs, de plus en plus de spécialistes endocrino-gynéco-uro aux États-Unis prescrivent
de la testo chez des femmes, par exemple, en situation de ménopause. On dit, mais on les supplémente en oestrogène, en progestérone, on ne les supplémente pas en testo. Pour rééquilibrer. Et on commence à enfin avoir des études pour essayer d'avoir un traitement pour les femmes ménopausées par testostérone, parce que ça existait, il a disparu. Et là, on est en train de le remettre à l'ordre du jour. Il y a une actrice très célèbre qui a dit dans une interview récente qu'elle prend de la testostérone et que depuis, elle a retrouvé sa libido, son état de forme général. Halle Berry. Ok. Sex symbole. Oui, tout à fait, voilà. James Bond Girl. C'est ça. Et bien, elle a pris le traitement de la ménopause et ensuite, elle a eu une prescription adaptée de testostérone. Parce qu'en fait, donc, la testostérone ensuite aide à fabriquer l'œstrogène et la progestérone. Et elle est hyper utile pour la masse musculaire. Mais est-ce que faire de la muscu augmente la testo? Oui, ça augmente la testo. Et comme je disais... Naturellement, juste parce qu'on fait de la masse musculaire, on crée de la testostérone. Une partie de la testostérone est fabriquée dans les gonades et une petite partie dans les muscles. Donc, le fait de travailler les muscles va les stimuler. Il y a une chose beaucoup plus importante là-dessus, parce que beaucoup de personnes disent « je vais faire du sport et doser la testo ». Pas grand intérêt. Parce que quand on fait du sport, c'est pas que le taux qui est important. Ça aide le corps à mieux utiliser la testostérone, c'est-à-dire la même quantité d'hormones qu'on a, est beaucoup plus rentabilisée dans notre corps. Nos cellules utilisent mieux, les récepteurs travaillent mieux, et donc la même quantité d'hormones sécrétées sera beaucoup plus efficace dans notre corps. Ça, c'est un des effets importants du sport. Et l'effet mental. Quand on fait du sport, on a toutes les sérotonines, dopamine, on est détendu. D'ailleurs, un test que vous pouvez faire, essayez de faire l'amour dans l'heure après avoir fait une séance de sport et dans 24 heures après. Et vous allez voir que ce n'est pas les mêmes sensations. Vous allez voir que mentalement, physiquement, vous faites une séance de sport et puis dans l'heure qui suit, vous avez une relation. Mais vous allez voir que ça dépend de l'intensité que tu as mis. Et puis la détente, certaines personnes vont dire j'étais tellement épuisé qu'il ne s'est rien passé. D'autres qui vont dire tiens, c'est marrant, j'arrivais à beaucoup mieux gérer, j'étais beaucoup plus détendu, j'avais une meilleure sensation, un meilleur plaisir. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. L'impact du sport sur la sexualité, oui, c'est positif, mais il y a une situation où c'est négatif. Il y en a une que je vais pas revenir dessus, c'est le périnée. Okay. Il y en a une où c'est négatif, c'est quand on rentre en phase d'épuisement. Surentraînement. Surentraînement, on n'a pas laissé de temps de repos. Les personnes qui disent je vais construire, je vais faire beaucoup de sport et qui font tous les jours et qu'il n'y a pas un jour de repos ou une séance plus faible que d'autres, eh ben, on voit sur la plateforme charles.co par exemple, on voit beaucoup de personnes consultées pour baisse de libido et qui sont très sportifs. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont rentrés en phase d'épuisement. En fait, quand on fait du sport, les scores qu'on appelle IEF ou FSFI, c'est les scores de la fonction sexuelle, de la fonction érectile, de la fonction de satisfaction sexuelle féminine. Quand on fait du sport, on voit la courbe augmenter. Ensuite, il y a un plateau. C'est-à-dire, on a beau faire du sport, on n'a pas plus de bénéfices. Et ensuite, ça redescend. Comment on le sait? Mais en fait, c'est le reste. C'est-à-dire, si on sent qu'on n'est pas bien mentalement, on est fatigué le matin, etc., c'est qu'on est rentré en phase d'épuisement. Et là, ça veut dire qu'on a oublié le repos. C'est quoi l'épuisement des surrénales? Épuisement musculaire, déjà. Épuisement dans notre adrénaline, dopamine surtout. La dopamine, on a puisé. Parce que quand on fait du sport beaucoup, tout le temps... On crée de la dopamine, mais après, on n'arrive plus à en fabriquer, quoi. Mais non, parce qu'on l'utilise beaucoup pour la motivation. Puisque quand on est crevé et qu'on veut quand même faire la séance, il faut aller chercher dans les réserves mentales la discipline et la motivation, Je comprends. les fameuses. Ouais. Et il nous reste plus grand-chose comme dopamine pour juste le bien-être après. Ah ouais, du coup, après, comment tu doses? Alors, c'est en plus variable d'une personne à une autre. Par exemple, quelqu'un comme toi, il lui faut un niveau de sport très élevé avant d'arriver à l'épuisement. Puis quelqu'un comme toi se connaît. Il sait, toi, tu sens, tu dis, je pense que je ne vais pas forcer les prochaines séances. Là, je suis fatiguée. Je reviens de tu m'as dit tout à l'heure, ma nage, là. Elle a des bras plus gros que les miens, tellement elle a nagé. Ils ont coûté très cher. Donc oui, là, je ne vais pas nager, par exemple. Et bien, toi, tu te connais, tu sais, une autre personne qui se dit, non, c'est pas grave, je continue, elle va rentrer en épuisement. Et puis, il y a un test simple. On arrête 2-3 jours le sport et on voit comment on se sent. Si on sent que, tiens, c'est marrant, la libido revient, l'excitation revient, c'est que j'étais en phase d'épuisement et il faut que je demande l'avis de quelqu'un qui s'y connaît pour me dire quel est le rythme. Petit rappel pour les personnes qui disent, mais si je ne fais pas, je perds du muscle. Ah, c'est un baromètre. Vraiment, j'invite tout le monde à réfléchir à la question suivante. Est-ce qu'on peut avoir des difficultés sexuelles sans aucune raison? La réponse est non. Il y a bien une explication.
soit psychologique, soit physique, soit un mélange, soit relationnel, soit ça ne va pas dans le couple, on a mal dormi, il y a quelque chose. Et donc, on agit sur tous ces éléments-là. On arrête le sport 3-4 jours et croyez-moi, vous n'allez pas perdre non plus des masses musculaires énormes. D'ailleurs, on a besoin des jours... Je parle sous ton contrôle. On a besoin du repos pour construire du muscle. Bien sûr, absolument. Les muscles se construisent le jour du repos. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on est un peu abreuvé aussi de super performance, de toujours plus, les messages de motivation, et aussi de les Français font pas assez d'activité physique. En fait, on a beaucoup de messages. J'ai réfléchi à ça. On dit tout le temps que les Français ne font pas d'activité physique. En fait, en nombre. Mais ceux qui en font, ils en font. Moi, les gens autour de moi qui font du sport, en général, ils sont à fond. Il faut peut-être même leur dire, attention, tu t'es arraché le ménisque, arrête de faire des squats. Il y en a beaucoup qui sont limite dopés à ça. En tout cas, il faut savoir que ce lien sport et sexualité, c'est vraiment une question d'équilibre. Ce n'est pas une question de performance. Je fais du sport pour être le mieux possible, mais si j'augmente ma quantité de sport, je ne vais pas être encore mieux sexuellement. La moyenne suffit largement pour la sexualité. Et est-ce que faire l'amour le soir avant une compétition, homme ou femme, peut impacter sur la performance positive ou négative d'ailleurs? On a fait quelques tests là-dessus. Parce que les footballeurs, ils n'avaient pas le droit d'avoir leur femme avant les matchs et tout. Et après, on a dit l'inverse. Ah d'accord. On a dit, d'ailleurs, dans l'entraîneur de l'équipe de football d'Afrique du Sud avait interdit à ses joueurs d'avoir des relations sexuelles pendant la période de Coupe du Monde. C'est ça. Voilà, les Bafana, je crois, le nom de l'équipe. Et d'autres disaient non. Il y a, dans le fameux film Rocky, il y a une scène, moi quand j'avais regardé, j'étais jeune étudiant, où ils sont la veille du combat. On est à la fin du film, ils sont à la veille du combat. Et comment ça s'appelle Adrienne. Et Adrienne qui vient vers lui et l'enlace et tout. Il dit non, il faut que je sois en forme pour demain. Ah d'accord. Voilà. Il y a des scènes comme ça dans des films. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? On s'est rendu compte que c'est hyper variable. En particulier, deux caractéristiques. D'une personne à une autre, on ne sait pas pourquoi. Et type de sport. Si vous avez du sport qui demande explosivité et force, genre rugby. Ouais, ou sprint, quoi, genre natation. Natation 100 mètres. Voilà. Non, ça a plutôt tendance à jouer négativement, mais ce n'est pas fixe. Par contre, si vous faites un sport qui a besoin de concentration, de technicité, etc., ben, la sexualité va vous apporter ce côté, par exemple, tir à l'arc, un sport où il y a du temps de repos régulier, hand, etc. Et voilà, on a l'impression que ça dépend de ces paramètres-là et que l'apaisement que ça peut donner pour certains sports et qui aide à s'enlever la pression. Mais là aussi, c'est très variable. Quelqu'un qui fait du rugby, de la boxe, et qui est du genre à trop se mettre la pression avant, ben, le rapport sexuel dans les heures avant lui sera utile. Et puis il y a un autre truc qui est peu connu, il y a ce qu'on appelle le syndrome post-orgasmique, qui peut arriver, c'est connu chez les hommes, mais ça peut arriver chez les femmes. Le syndrome post-orgasmique, c'est des personnes qui ont des sortes de coups de déprime avec un état grippal après l'orgasme. Ok. État grippal. Oui. Genre fièvre, nez qui coule. Frisson, pas le nez qui coule, mais le nez bouché, éternuement, frisson, mal, on est comme un coup de déprime. Ah ouais. Ouais, comme une sorte d'effet paradoxal de l'orgasme. Et donc ces personnes-là, évidemment, il faut qu'ils évitent les orgasmes. Donc en gros, ils peuvent faire l'amour, mais sans jouir avant le sport, quoi. autant... C'est frustrant. Et d'ailleurs, les personnes qui ont ça, si on se met un peu à leur place, mettons-nous surtout à la place de leur partenaire. Imagine, toi, à chaque fois que tu fais l'amour avec quelqu'un, cette personne se retourne, est fatiguée, pas bien, le lendemain, il parle pas, elle est mal. Tu dis, merde, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on fait l'amour, il est comme ça. Il aime pas. Voilà. Si ça arrive, sachez que ça existe, ça s'appelle syndrome post-orgasmique. C'est courant. On n'arrive pas à savoir la fréquence, 2-3% des gens, et ça se soigne. Alors là, mystère supplémentaire, donc coup de déprime, syndrome grippal, et ça soigne avec des antihistaminiques. Contre l'allergie. T'as une allergie à l'orgasme. On en apprend tous les jours, mystérieux. J'adore t'avoir avec nous. Donc voilà, en dehors de cette situation-là, il n'y a qu'une seule méthode, comme disent les Américains, tu testes et tu choisis. Ok, très bien. Tu fais l'amour avant un entraînement, ou masturbation avant un entraînement, puis tu fais ton entraînement et tu vois tes performances. Oui, c'est ça, il faut se connaître. Voilà. Et ensuite, tu choisis. Voilà. Par contre,
ta question de tout à l'heure. Une vie sexuelle régulière épanouie, oui, elle a un impact positif sur les performances sportives. Là, on parle pas à court terme, dans les heures avant. On parle vraiment sur du long terme. Alors, c'est là qu'on rentre dans le couple. C'est quoi la vie sexuelle régulière épanouie tu vois, dans un couple, donc on va parler de longévité du couple, durée de couple. Donc, la dernière fois, quand on s'est parlé, tu m'as dit, finalement, ça dépend un peu de chaque couple a un peu son équilibre. Et ça dépend du mode de vie. Est-ce qu'il y a quand même une moyenne? Moi, je me rappelle quand je lisais des magazines Nombre féminins, de rapports sexuels voilà, par mois. C'était 3 par semaine. Non, 2,4. 2,4 par semaine, ouais. Ça a baissé. Ouais, c'est 2,4 par semaine. Voilà. C'est là où on se rend compte que c'est... Moi, j'y crois pas, mais bon. Qui a déjà fait 0,4 rapports sexuels? C'est quoi? On a commencé quelques non, léchouilles, on arrête. Non, entre 2 et 3. Ben oui. Et en fait, comment elles sont faites? C'est pas sur semaine. Elles sont faites sur une période de 6 mois. Et on va dire sur 6 mois, combien de fois vous avez fait l'amour? Et on va faire une moyenne. Mais si ça se trouve, pendant 3 semaines, il n'y a rien eu. Ils sont partis une semaine en vacances, ils ont fait l'amour tous les jours. Puis de nouveau, pendant un mois, il n'y a rien eu. Ou ils ont fait l'amour 3 fois le week-end. Ce qui compte pour 3 fois dans la semaine. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vraiment des statistiques qui ne sont pas très éclairantes. Okay. Sauf sur un truc, c'est qu'on se rend compte que la fréquence des rapports sexuels chez les personnes de moins de 30 ans est moins élevée aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Les jeunes de nos jours font moins l'amour que quand ils sont en couple ou quand ils sont célibataires, les deux? En couple, quand ils sont en couple. Il y a des explications pour ça. Les jeunes couples font moins l'amour maintenant qu'il y a 30 ans. Exact. Okay. Ils ont moins de rapports sexuels. Ils ont plus de partenaires, mais moins de rapports. Okay. Et les écrans jouent un rôle, parce qu'ils sont assis tous les deux. D'ailleurs, on a tous vu des jeunes ou des couples au resto ou à un café, et ils ne se parlent presque pas ou ils sont sur leur téléphone. Ça joue aussi les réseaux sociaux en eux-mêmes. Parce que ça te donne toujours cette impression que ça pourrait être mieux ta vie de couple. C'est sûr. On a beau savoir l'envers du décor, on a toujours l'impression que les autres s'éclatent, etc. Puis nous, on est là avec notre pizza devant la télé. Regarde là, ils sont à Bali. Devant la télé. Voilà. Ben oui. Justement, dis-moi, qu'est-ce qui est mieux en fait? Enfin, tu vois, c'est quoi un couple qui marche? Est-ce qu'il y a des critères? Ouais. Est-ce que c'est un couple qui s'engueule pas quand même un petit peu? Non. Bah oui, dis-nous tout de suite. Allez. En fait, ce que je vais dire là, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, établi, figé. C'est quelque chose que j'ai remarqué sur les couples que j'ai pu suivre, qui, on le voit, sont heureux d'être en couple. Et j'ai vu des couples qui sont ensemble depuis 40, 50 ans, et ils sont amoureux et heureux d'être à deux. D'ailleurs, en consultation, j'ai pas envie qu'ils partent en général, tellement ils dégagent quelque chose qu'on a envie d'être avec. Mais pourquoi est-ce qu'ils te consultent s'ils sont heureux? Par exemple, problème d'érection lié à du diabète, problème de douleur à la pénétration suite à des infections urinaires répétées, des choses comme ça. Et j'ai remarqué que ces couples-là avaient 2-3 points communs. Le premier, c'est que tous les deux ne cherchent pas à régler les comptes, mais à régler les problèmes. Quand ils parlent, c'est pas pour dire « ça t'a fait ça de mal, t'as fait ça de mal », c'est « ça s'est mal passé à ce moment-là, il faudrait qu'on fasse quelque chose ». Donc c'est pas régler les comptes, c'est régler les problèmes. Et ils ont ça de façon très naturelle, très spontanée. C'est des couples à qui, quand je demande « est-ce que vous vous êtes disputés, etc. », ils disent non. Puis quand on discute vraiment, on se rend compte que si. Mais ils ont eu une telle capacité à ne pas laisser traîner la dispute, à en parler, reconnaître les torts, celui qui a tort, comprendre le fonctionnement de l'autre, etc., que finalement, ils n'ont même pas le souvenir qu'ils se sont disputés. Et ils ont l'impression qu'ils ne se sont pas disputés, mais si, il y a eu des mésententes. C'est des couples aussi où, justement, quand il y a des choses qui ne vont pas, ils ont à cœur de sortir de ça. Pas que l'autre fasse quelque chose pour en sortir. Ça ne va pas, je n'ai pas envie que ça se gâche, notre couple. Je vais faire quelque chose, je vais voir. Encore une autre particularité, ils ne cherchent pas à comprendre l'autre coûte que coûte. Ça va se reprendre beaucoup. On dit toujours, il faut comprendre. Ils cherchent à savoir comment l'autre fonctionne, sans forcément le comprendre. L'accepter. Et c'est ça. Exemple, moi j'aime bien faire comme ça. Mais c'est bizarre, je connais personne qui fait comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Bon, il est comme ça. Ouais, je l'aime, il est comme ça. J'ai pas besoin de comprendre,
d'où ça lui vient. Accepter qu'un partenaire ait une passion qui nous intéresse pas trop, mais bon, on la laisse vivre. C'est ça. Et de se dire, voilà. Non, mais, moi, par exemple, c'est mon cas. J'ai aucun problème pour le raconter. Mon mari aime les voitures avec passion absolue. Donc vraiment, sa vie, voilà, il y a sa famille et les voitures. Enfin, je veux dire, ça va presque, même niveau, mais... Et moi, vraiment, ça m'intéresse très, très moyennement. Et ça c'est pas peut grave, marcher. je le laisse. Ça peut marcher à une condition. C'est pas le fait d'avoir une passion dévorante pour autre chose qui peut abîmer le couple. C'est le fait qu'il n'y ait que ça. Si c'est exclusif, oui. Par contre, si il s'occupe de ses bagnoles et quand il rentre, il est tellement content de te retrouver que tu sens qu'il est heureux d'être avec toi, ça va pas te poser problème, les bagnoles. Par contre, si tu vois qu'il n'est heureux qu'avec ses bagnoles et avec toi, il fait la gueule, c'est là où tu vas dire cette passion nous détruit. En fait, c'est pas la passion qui détruit, c'est le fait qu'il n'y a pas. Voilà, c'est le fait qu'il n'y a rien dans le couple qui a été construit. Et l'autre chose que je trouve intéressante, ce sont des gens qui font une sorte de balance en disant bon, il y a ça qui me dérange chez lui, il y a ça qui me dérange chez elle. Mais à côté de ça, il y a ça que j'adore. Ça me fait du bien. Ça va. On va pas être tous 100% parfaits et 100% comme j'aimerais bien. Je donne un exemple concret, parce que je l'ai eu récemment en consultation. D'ailleurs, à la fin, la dame, elle m'a dit « Il est con, mais je l'aime, ce con. » En fait, il y a un truc qu'elle lui demande, ça va parler à beaucoup de gens. Et il dit toujours « Oui, je vais le faire » et il le fait jamais. Je sais plus ce que c'était exactement, je sais plus si c'est les poubelles ou bouger les poubelles. Ah non, ça me revient. Devant chez eux, il faut mettre les poubelles, sinon quelqu'un se gare. Et lui, il part et il descend jamais de sa voiture, remettre la poubelle et c'est elle et puis elle rentre et il y a quelqu'un qui s'est garé à leur place. Et à chaque fois, il dit putain, j'ai encore oublié. Et ça l'agace. Il dit mais c'est pas possible. Il m'écoute pas, il s'en fout quoi. Moi, je rentre du boulot, j'ai pas de place pour me garer. Et elle m'a dit, je sais qu'il a ça, mais à côté de ça, il est tellement attentionné avec moi que le jour où je vois qu'il a oublié la poubelle, je m'énerve, je lui dis et en même temps, je lui fais un bisou. Et en fait, c'est des gens qui ont cette capacité à dire bon, ok, je pèse le pour et le contre. Si j'ai plus de contre, ben, j'ai rien à faire dans ce couple où il faut résoudre des problèmes. Par contre, si j'ai plein de pour et quelques contre, ça va, on peut les passer les contre. Est-ce que toi, tu as l'impression, parce que tu as quand même une bonne expérience maintenant, que les couples, en tout cas les individus dans le couple, sont plus exigeants vis-à-vis de leur partenaire? Est-ce qu'il y a une sorte de besoin que ce soit toujours la folie, le rêve? Est-ce qu'on a un peu oublié que finalement le couple, c'est aussi parfois de la... Et c'est pas naturel. Pas vraiment monotonie, mais voilà, c'est du jour au jour, quoi. Et d'ailleurs, on parle toujours du mode passionnel ou monotonie de tous les jours. Et moi, je vous dis, heureusement que la passion ne dure pas toute la vie. Parce que c'est épuisant, la phase passionnelle. Phase passionnelle, je vous rappelle quand même ce que c'est. On ne dort pas parce qu'on a envie de parler avec l'autre toute la nuit. On est capable de sortir du boulot plus tôt pour aller le rejoindre. S'il ne répond pas à un message dans la minute, ça y est, il ne me répond plus. Si on n'a pas de nouvelles, on est drogué de l'autre personne. On est épuisé en phase passionnelle. Et un peu à la fin, on se dit, bon, il faut quand même que je m'occupe de mes affaires. Donc c'est normal que ça soit équilibré. C'est pas le fait que ça soit plus passionnel qui poserait problème, c'est le fait que ça ne le soit plus jamais. Par exemple, mode de vie régulier, raisonnable, monotonie pendant 2-3 semaines parce qu'on a besoin de gérer. Et il y a un week-end où on lâche ça et on repart en mode passionnel 2-3 jours et hop, on reprend notre vie. Ça, c'est largement faisable et largement vital. On n'est pas obligé d'être entre les deux, moitié passionnel, moitié raisonnable. D'ailleurs, moi, je vous déconseille. C'est chiant d'être moitié passionnel et aucun intérêt d'être moitié raisonnable. Quand vous êtes raisonnable, faites-le à 100%. Quand vous êtes passionnel, faites-le à 100%. Il faut juste donner ces moments-là de cette façon. Est-ce que c'est un peu d'être vieux jeu, finalement, de rester en couple longtemps? Non, je ne trouve pas que c'est vieux jeu. D'ailleurs, c'est marrant parce que les jeunes que je vois et qui aspirent à ça n'osent pas le dire. Parce que justement, ils ont l'impression qu'ils vont passer pour des vieux jeux réac, etc. Et en fait, ils jouent le jeu de dire « ouais, j'ai eu plein de partenaires et tout ». Mais quand on discute vraiment dans l'intimité de la consultation, il y en a beaucoup qui disent « mais moi, j'aimerais bien quand même construire ». Et en contrepartie, dans le passé, on n'osait pas dire « moi, j'ai pas envie d'être en couple ». Maintenant, on ose le dire. A contrario, on n'ose plus dire
Chez les jeunes, moi j'ai envie d'être en couple, stable, construire à l'ancienne, entre guillemets. On passe un peu pour démodé ou un truc comme ça. En fait, ça dépend plus de la personnalité, du vécu d'une personne, que vraiment de la génération, je trouve. Avec une petite remarque quand même, la nouvelle génération, ceux qui ont moins de 30 ans, d'ailleurs moi je suis content de ne pas avoir eu 30 ans maintenant. Je suis content d'avoir été jeune à mon époque. Moins anxiogène, il n'y avait pas tout. Comparatif. On n'avait pas les réseaux. On envoyait une lettre, on ne savait même pas si l'amoureuse avait reçu. 2 semaines plus tard, on avait la réponse et on vivait. Et il y avait, voilà. Je ne dis pas que c'était mieux, je dis que ça nous a fait construire quelque chose. La génération maintenant, moi j'appelle ça la génération Amazon. Amazon. Oui. Tu commandes le matin, tu le reçois le soir ou le lendemain. Ta montre est cassée, tu ne la répares pas, tu la changes. Qui de nos jours répare encore sa cafetière ou sa télé? C'est vrai. Plus beaucoup. Et donc cette génération-là, on commence tout doucement à revenir. Le téléphone est cassé, bon, on le change. Et donc c'est une génération qui a l'habitude de changer et peu de réparer. Et inconsciemment, on peut faire pareil dans le couple. Si ça ne va pas entre nous, on n'a qu'à se séparer. Oui, mais attends, on peut peut-être réfléchir sur ce qui ne va pas et améliorer. Ça, c'est vrai que l'ancienne génération, c'est ceux qui ont plus de 45-50 ans, on a un peu plus cette culture de réparation et pas que de changement, ce qui a joué un tout petit peu négativement pour certaines personnes qui n'ont pas osé changer, arrêter en disant non, il faut que je me batte pour... voilà. Parce que se battre, bon, tu vois, est-ce qu'on a vraiment envie de se battre? Et finalement, faire une thérapie de couple, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on apprend vraiment? Enfin, moi, j'ai fait de la thérapie de couple, voilà. J'ai été toujours très déçue, vraiment, j'ai rien appris. À chaque fois, je trouvais ça bateau comme tout. Malheureusement, beaucoup le font de façon bateau. Et j'ai eu beaucoup de patients qui étaient surpris d'ailleurs du discours, un peu comme ce qu'on se raconte ici. Par exemple, beaucoup de personnes pensent que le couple doit fonctionner d'une façon et on va trouver comment les 2 personnes vont rentrer dans ce moule. Énorme erreur. Il faut d'abord voir comment chaque personne fonctionne. Et une fois qu'on a le fonctionnement de chaque personne, ok, maintenant on va dessiner le contour de votre couple. Donc c'est quoi? C'est des consultations à part? Ça peut être les 2 en même temps ou à part. Exemple, un couple, c'est normal que vous fassiez des choses à 2. Oui, mais si c'est 2 personnes très indépendantes et qui adorent passer beaucoup de temps l'un sans l'autre et se rejoindre, leur couple fonctionnera bien comme ça. Le problème, c'est quand il y en a un qui est très fusionnel, l'autre très indépendant. Et là aussi, en général, on cherche à trouver une sorte de moitié-moitié. Grande erreur. On doit apprendre à l'un des 2 à être à 100% comme l'autre pendant un petit laps de temps et à l'autre à être à 100% avec, comme le premier, à 100%, pas avoir des moitiés-moitiés. Et dans les thérapies de couple, en général, on commence d'abord par explorer comment chacun fonctionne. Si on ne sait pas comment chacun fonctionne, on ne peut pas améliorer le fonctionnement du couple. Le couple n'est pas une entité immuable. Et ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de ne pas considérer que voilà comment ça fonctionne et il faut que je me torture psychologiquement pour rentrer dans ce moule-là. Non, moi je fonctionne comme ça. Et il faut que mon couple soit adapté à moi. Sinon, je ne vais pas être heureux, heureuse et ça va exploser à un moment ou à un autre. Tu viens de dire un peu plus tôt, là, le couple n'est pas naturel. Oui. Dans le sens... Ça veut dire quoi? Ça, c'est fort, cette phrase. C'est pas naturel d'être en couple? J'ai un collègue... D'être en couple longue durée, c'est quoi ça? J'ai un collègue belge, professeur Armand Lequeux, qui a écrit un livre qui s'appelle Être en couple n'est pas plus naturel que la rose au jardin. On la met là, la rose. On va acheter ce livre. Je ne sais pas si il est vieux ce livre, mais j'adorais le titre. Je le trouvais tellement juste. D'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, prochainement, mon livre, j'écris enfin un livre. J'avais refusé pendant plus de 20 ans d'écrire des livres. Et j'ai enfin écrit un qui s'appelle Amour, sexualité, c'est pas compliqué. Ça va reprendre des choses. Ça sort quand? Ça sort en septembre 2025. Ça va marcher, tu vas faire plein de télé, médias, radio. C'est bien quand tu es eu dans le podcast avant parce qu'après c'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que j'en parle parce que je viens juste de rendre les écrits. J'étais même pas sûr de le finir. Et en fait, je dis que c'est pas naturel dans le sens où c'est pas spontané, c'est pas intuitif. D'être longtemps en couple. Oui. Ce qui est intuitif, spontané, c'est le fait d'être attiré par quelqu'un. Ça, on le contrôle pas. Petite remarque, le désir, on ne le contrôle pas.
Ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on en fait. Donc dire que j'ai été embêter quelqu'un, harcelé parce qu'elle est désirable, oh, mais ça, c'est ton problème, pas le sien. Ça reviendrait à dire, ah bah oui, j'ai vu un morceau de gâteau dans la pâtisserie, je suis rentré, je l'ai pris. Ben non. Avoir envie de rentrer prendre la pâtisserie, tu as le droit. Mais rentrer le faire, tu n'as pas le droit. Voilà. Donc il faut l'acheter correctement en disant bonjour, merci, dépenser là. Et pareil pour le sexe, avoir envie ne se maîtrise pas, mais ce que tu en fais se maîtrise. D'ailleurs, je trouve que ça, on ne l'apprend pas suffisamment à l'école. On apprend plutôt l'inverse, comment contrôler ton désir. Pourquoi le contrôler? Il faut juste contrôler ce que j'en fais. C'est une différence énorme, je trouve, parce qu'à force de contrôler le désir, on peut l'éteindre. Laisser le désir arriver. J'ai envie, mais je n'ai pas le droit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pas j'ai envie, il ne faut pas que j'ai envie. Ben, ça ne se contrôle pas. J'ai le droit d'avoir envie, mais je n'ai pas le droit d'agir. C'est deux choses différentes que je contrôle mon désir. Et je vois d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont des troubles du désir sexuel, par exemple chez les femmes, qui ont une baisse de libido, parce qu'elles ont eu cette éducation qu'une femme ne doit pas avoir du désir, elle ne doit pas faire le premier pas, etc. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Et au lieu d'apprendre que c'est normal que j'ai envie, mais je vais apprendre comment je l'exprime, on apprend quoi? C'est pas normal que j'ai envie, il faut que j'éteigne ça. Sauf que pour le rallumer un peu plus tard, c'est beaucoup plus difficile. Okay. Voilà. C'est pour ça que je fais la différence entre contrôler son désir et contrôler ce qu'on en fait. D'accord. C'était quoi la question? Alors, tu m'as naturel. Dit que le couple n'est pas naturel. Donc, voilà. C'est pas naturel de rester longtemps en couple. C'est ça. Qu'est-ce qui est naturel? C'est qu'il y a une durée de temps naturelle. Ce qui est naturel, c'est l'attirance, l'envie d'être avec l'autre. D'accord. Et je dis toujours... Donc c'est presque un peu la passion qui est naturelle, quoi. C'est l'attirance, la passion, aimer. Je dis toujours que le fait d'aimer quelqu'un, c'est ce qui fait qu'on a envie d'être en couple avec. Mais c'est pas ce qui fait que le couple dure. Il faut d'autres choses. Pourquoi? Parce que dans le couple, il y a une notion qui est celle de la vie de tous les jours, construction. Comment on gère? On aime quelqu'un, on l'adore et tout, et puis tout d'un coup, on se rend compte que l'éducation des enfants, mais c'est pas du tout comme moi. Et bien, il faut se mettre d'accord là-dessus. L'amour, dans ce cas-là, ne servira pas à régler le problème. Il servira à en parler tranquillement. Ok. Okay. Le fait d'accepter l'autre ne servira pas à accepter qu'il fasse autrement. Il fera de sorte qu'on puisse lui demander des changements si on l'estime gênant pour nous ou pour les enfants. Voilà. Et ça se travaille. Mais en matière, par exemple, d'évolution, je ne sais pas si tu connais ça, l'évolution de l'être humain. Est-ce que le couple, la famille a fait partie de l'évolution naturelle ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt arrivé au moment du christianisme, du Moyen-Âge le côté un peu la famille a toujours fait partie, d'ailleurs, dans le monde animal. Il y a un monde familial. Là, souvent, c'est la femelle qui s'occupe, mais pas toutes les espèces. Les manchots, je pense, c'est ça, les manchots? Je ne sais plus. Je crois que c'est les manchots. Je mélange tout le temps avec l'autre espèce. La zoologie date un peu. Voilà. C'est les mâles qui couvrent aussi les œufs, s'occupent des petits. Donc, il y a toujours ça. Par contre, dans le monde animal, il y a ce truc on s'occupe de la descendance jusqu'à ce qu'elle soit indépendante. On la pousse même à être indépendante. L'être humain, lui, il peut faire autrement. Elle va devenir indépendante, mais on peut rester en famille quand même. Dans le monde animal, il y a des parents qui ne voient plus jamais leur descendance une fois qu'ils sont à l'âge adulte. L'être humain, il a un mélange de tout ça, en fait. Et ce que je dis n'est pas naturel, c'est que dans le passé, c'était surtout pour de la sécurité, pour s'occuper de la descendance. Telle femme avec tel homme, ils se sont reproduits. Il y a des sociétés où c'était les mamans du village qui s'occupaient des enfants. D'ailleurs, l'enfant appelait toutes les femmes maman. Ou celle qui s'est occupée le plus de lui, il l'appelait maman. Donc ça a toujours existé, ce côté famille. Par contre, ce côté couple, comme on le connaît aujourd'hui... Famille un peu nucléaire, petit noyau. Ça, c'est venu plus, effectivement, plutôt avec l'industrialisation, avec l'économie, sécurité. N'oublions pas que ça a été aussi fait pour des raisons de sécurité. Par exemple, une femme avait peur de ne pas être en couple parce que financièrement, n'ayant pas accès au travail de la même façon, n'ayant pas accès aux revenus de la même façon, ça passait par... Ce qui a changé, heureusement, de nos jours, même si, je le vois encore, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple par sécurité affective. Il y a moins par sécurité financière que dans le passé, mais par sécurité affective, cette peur d'être seul, de finir seul.
Ça existe encore ça? Parce que moi, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être que je suis abreuvée sur les réseaux sociaux, dans mes algorithmes, de femmes très fortes, très indépendantes, qui réclament justement ce droit à ne pas enfanter ou ne pas être en couple. Et heureusement, maintenant, elles peuvent le dire et le faire. En revanche, celles qui ont peur d'être seules n'osent pas le dire. Justement parce qu'elles ont peur d'être jugées. Et puis, on va tout de suite leur tomber dessus avec le diagnostic fatal. Tu es dépendante affective. Comment est-ce qu'on sait si on est dépendant affectif? Est-ce qu'on arrive à s'auto-diagnostiquer? De la même façon qu'on fait le diagnostic d'autres dépendances. 3 règles, 3 repères simples. Là, ce que je dis, ça marche pour dépendance affective, dépendance au porno, dépendance au sexe, dépendance aux jeux vidéo, dépendance aux jeux d'argent, bref. Premièrement, si je n'ai pas ce dont j'ai besoin, comment je me sens pendant 1 semaine ou 2. C'est-à-dire, pendant 2 semaines, je ne vois pas la personne. Est-ce que je sens que la tension monte, la pression monte, j'ai hâte que la personne revienne, etc. Non, je fais ma vie, voilà. Ça s'appelle le syndrome de manque. Comment je me sens si j'avais envie d'être avec la personne et quelque chose m'a empêché? Un événement, quelqu'un qui est arrivé, ou finalement il a dû partir, ou j'ai dû partir. Comment je me sens? Est-ce que je me dis, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça, on se verra demain. Petite frustration, mais ça passe. Est-ce que je ne suis pas bien? Et 3e question, c'est, est-ce que je sens que j'ai envie d'être avec ou j'ai besoin? Envie, c'est, il y a une notion de plaisir qui va avec. Besoin, c'est, il y a une notion de mal-être si je ne l'ai pas. Avec ces 3 questions, on est capable de dire, bon, bah, en fait, je suis dépendant affectif ou pas. Évidemment qu'on a un peu de chaque, mais c'est l'intensité de ça. C'est-à-dire, dès que la personne n'est pas là, on n'est pas bien. On n'arrive pas à vivre si la personne n'est pas là. Il nous manque. Si la personne ne répond pas tout de suite, on est mal. On sent que c'est un besoin, pas juste une envie, etc. Bon, bah, on a tous les critères de dépendance affective. Et donc, je reviens sur ce couple non naturel. Si le couple n'est pas naturel, est-ce que, finalement, d'un point de vue, peut-être encore une fois évolutionniste, ça augmente ou ça diminue les facultés physiques ou mentales d'une personne? Finalement, est-ce que quand même cette longévité du couple a un intérêt? Oui. Alors, c'est pas le couple. C'est la longévité du couple épanoui. D'accord. Si on vit ensemble 20 ans, dont 19 épanouis, c'est mieux que si on vit ensemble 50 ans, dont 2 ans épanouis. Donc, ce n'est pas la longévité du couple, c'est l'épanouissement au long durée est important. Et justement, dans cette longévité, on s'est rendu compte que le fait d'être bien dans sa vie de couple, d'ailleurs, je trouve que l'épanouissement et la durée du couple vient avec l'idée que le couple est un choix et non pas une obligation. C'est-à-dire, si je suis dans un couple avec cette sensation que je dois le faire, c'est une sorte de nécessité, d'obligation, j'ai moins de chances d'être épanoui que si je décide. Obligation sociale ou financière ou tout? Repères personnels, éducatifs, familial, social, etc. Par contre, si c'est un choix, j'ai envie d'être en couple, je le décide, j'augmente les chances d'être épanoui. Et cet épanouissement, on le mesure sur des conséquences presque sur presque tout. En particulier, si en plus de l'épanouissement de la vie de couple, l'épanouissement de la vie intime sexuelle. Toutes les études montrent qu'une relation avec, une vie intime sexuelle épanouie régulière diminue les scores d'anxiété, diminue les scores de dépression, diminue le risque de certaines maladies, aide à mieux équilibrer certaines maladies comme le diabète, les maladies neurologiques, rhumatismales, etc. Hommes et femmes? Hommes et femmes. Augmente les capacités intellectuelles, augmente les capacités professionnelles et, certains diront mauvaise nouvelle, augmente les capacités de séduction. Et pas que séduction sexuelle, c'est-à-dire on devient plus séducteur, on a cette confiance qui fait qu'on a envie que les autres nous aiment bien, etc. Et du coup, des relations sociales plus épanouies. Donc ça a un impact effectivement sur tout. Et il a été démontré qu'une vie sexuelle régulière, épanouie, est associée à une diminution du risque de mortalité, toutes causes confondues. Donc on vit plus longtemps, effectivement. Alors, il y a le mais c'est associé. Voilà, alors j'ai une question juste avant. Combien de couples longue durée, c'est quoi le couple longue durée? Plus de 20 ans, plus de 30 ans? Non, il y a 30 ans, il a soufflé. Non, mais c'est quoi un couple longue durée? Alors, quand est-ce qu'on sait qu'on est un couple longue durée? Quand on fait ça va vous surprendre. En médecine sexuelle, on considère qu'un couple
dans les études est stable quand ils sont ensemble depuis plus de 6 mois. 6 mois stable. Voilà, 6 mois, on est stable. D'accord, mais ça, c'est stable. Voilà. On comprend la stabilité, Voilà. mais après, longue durée là, c'est quand on a passé le cap des 3-4 premières années, on commence à parler de... couple. Voilà. Et longue durée, c'est quand on a dépassé les 10-12 ans. 10-12 ans, longue durée. D'ailleurs, ce cap, c'est des 3-7 ans. Ouais. Oubliez-le. Parce que tout dépend de si on vit ensemble ou pas. Oui, on en avait, Voilà. on en avait parlé. Ça, ce cap-là... Et donc, les couples longue durée, donc plus de 12 ans ensemble, quel est le pourcentage d'épanouissement dans le couple? Est-ce qu'on sait ça? Ah oui. Il y a des enquêtes récentes qui ont montré que 40% se disent satisfaites ou satisfaits, épanouis sur le plan intime dans leur vie de couple. Ce qui veut dire que plus d'un sur deux se dit non satisfait. 60% non satisfait. Ouais. Mais donc ça, c'est l'épanouissement sexuel et pas général. Et l'épanouissement du couple, en général, il est à peu près dans les mêmes chiffres, c'est-à-dire 1 sur 2 à peu près. Par contre... C'est pas beaucoup. ouf, ça. Par contre, quand on pousse plus loin et on dit « Est-ce que vous souhaitez vous séparer ?» Il n'y a pas 1 sur 2 qui dit oui. Ok. Donc c'est comme si on sait qu'on n'est pas épanoui, mais en peur même temps, de on n'a changer. pas... Ouais. Peur de changer. Alors surtout, après 50, 60 ans, est-ce que je vais retrouver pour les personnes dans cette tranche d'âge-là, rassurez-vous. On retrouve. Voilà, je ne sais pas si vous savez le pourcentage de personnes célibataires qui ont plus de 50 ans. Dis-nous. On est à plus de 30%. Ah oui, donc il y a dû y avoir un marché. Le taux surtout, c'est des boomers, donc il y a beaucoup de monde. Ben oui. C'est 30% de beaucoup d'une grande part dans de la même population. tranche, le taux de mariage après 50 ans a été multiplié par 2, par 3 ces dernières décennies. Donc voilà, pas d'inquiétude. Il y a la peur financière, il y a les enfants. Par rapport aux enfants, on va rester ensemble, etc. Et c'est une vraie question, un couple qui ne va pas bien, et j'en vois parfois, où on sent tous les trois, lui, elle, lui, peu importe, lui, elle, on sent que on arrive trop tard, en fait. Il y a trop de dégâts dans le couple, ça ne va pas se reconstruire. Et en même temps, aucun n'est prêt à faire le pas. Et il y en a beaucoup qui restent ensemble, pas parce que c'est mieux comme ça, mais parce que ça serait pire séparé. C'est-à-dire, ils savent que c'est pas terrible de rester ensemble, mais ils sentent que ça serait pire. Et ça dépend beaucoup de la personnalité. Quelqu'un qui a une personnalité fonceuse va prendre plus facilement des décisions où il recommence tout à zéro. Quelqu'un qui a une personnalité où on doit prévoir, anticiper, construire, faire les choses dans l'ordre, ça peut être beaucoup plus difficile de se projeter dans une séparation. Là, on parle de séparation, le couple est fini. Parfois, peut-être aussi une peur d'être un peu redevable et de ne pas lâcher la personne. Qu'on lui doit... oui, voilà, qu'on lui doit de rester avec. Ça s'apparente plus à la culpabilité. On est plus dans ce registre-là, dans ces cas-là, du genre après tout ce qu'on a fait l'un pour l'autre. On va pas tout gâcher. C'est ça, tout ça pour ça. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de couples attendent d'être là pour réagir. Il y a encore une chance de rattraper. Mais en général, on conseille d'agir quand on commence à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. On est incapable de dire quoi, mais ça ne va pas. Et est-ce qu'on peut se séparer bien, en fait? Oui. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de séparation horribles dans mon entourage, des divorces affreux avec enfants comme monnaie d'échange, vraiment des histoires. Alors qu'au finalement, je veux dire, c'est tellement courant. C'est la raison du divorce, en fait, ou plutôt l'initiative, pardon. Par exemple, quand un des deux a pris l'initiative et que l'autre ne le souhaite pas, en particulier quand un des deux a pris l'initiative en faisant plein de reproches à l'autre. Imagine, tu es en couple et tout d'un coup, ton partenaire te dit « je veux me séparer parce qu'il y a ça qui ne va pas chez toi ». Boum, clac, clac, clac. Qu'est-ce qui reste comme capacité de se défendre à part réagir? Par contre, les couples qui en parlent, disent « écoute, je sens que je ne suis pas épanoui ». D'ailleurs, là, les personnes qui nous regardent, faites un test sur vous. Si un jour, vous n'êtes pas bien dans votre couple, est-ce que vous trouvez que c'est facile de s'asseoir en mangeant avec l'autre et de lui dire « il faut que je te dise, je ne suis pas épanoui dans notre couple, il y a un truc qui ne va pas ». On n'ose pas le dire. On a peur de poser problème, de ne pas assumer. En fait, si tu n'oses pas le dire, c'est que ça ne va vraiment pas, peut-être, non? Parce que moi, par exemple, j'aurais aucun problème à le dire. Le fait de dire pas épanoui, on a peur de ne pas savoir répondre à ce que la personne va dire.
Par contre, quand on dit « je ne suis pas épanoui », c'est une façon de sauver le couple. Oui, On me voilà, donne une c'est chance à bouger, à réagir. Les couples avec beaucoup de dégâts que tu connais, en général, c'est un des deux qui a pris la décision et qui n'a pas laissé la chance à l'autre d'essayer de régler les exemples. Il y a ça, c'est ça qui ne va pas. Je veux divorcer. Et la personne en face dit, mais laisse-moi 6 mois voir si je peux changer ça. Si ça se trouve, j'ai envie de le changer. Et c'est cette frustration souvent qui donne naissance à un peu de haine en disant, mais j'ai pas pu. C'est peut-être aussi d'avoir laissé monter la cocotte minute et ça explose. Et de l'avoir dit quand c'est trop tard et pas quand ça ne va pas. Donc en fait, il faut beaucoup se parler. Moi, c'est par exemple un conseil que ma grand-mère, donc qui a 102 ans, m'a toujours dit, dans les couples, faut se parler, quoi. Judicieux conseil. Et aujourd'hui, sur les réseaux, on dit l'inverse. On donne l'impression qu'un couple va bien s'il n'y a pas besoin de parler. Voilà, que c'est magique. C'est ça. Si on doit se parler, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il n'y a plus la magie. Non. Si on doit se parler, c'est qu'on avance. C'est qu'on se comprend de plus en plus, on se connaît, de plus en plus, c'est qu'on se découvre. C'est peut-être que quelque chose a changé aussi. Si on s'est rencontrés, que tu faisais tel travail et que maintenant tu fais tel travail, il y a un truc qui a changé. Si quand on s'est rencontrés, je m'occupais de mes parents, maintenant ils sont décédés. Il y a un truc qui a changé, etc. Ma mère était en forme, maintenant elle est malade, je dois m'en occuper. Donc, le fait de parler, de nos jours, malheureusement, c'est vécu comme un échec. Mais ça doit aller tout seul. Ça doit être naturel. Non. C'est une fausse idée que ça doit aller tout seul. Ce qui doit aller tout seul, c'est le fait de s'aimer. On ne doit pas se sentir en train de se forcer à aimer l'autre. Comment on sait si on aime quelqu'un? Tu vois, est-ce que c'est juste parce qu'on est avec lui depuis tellement longtemps, ou elle, que finalement, c'est presque la fraternité à un moment donné? Oui, est-ce qu'on l'aime de façon couple ou comme un pote, quoi? Oui, voilà, finalement, presque, il fait tellement partie de sa vie. Comment on sait si on l'aime? Ça, je pense, c'est... Je vais donner une réponse que j'aime bien. On se pose la question, en fait, est-ce que je l'aime? Si je ne sais pas répondre, c'est que c'est non. Si je dis, bah oui, je l'aime en fait. Si je ne sais pas répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que je l'aime? Et là, tu te dis, je sais pas. Ouais, je ne sais pas si je l'aime. Bah, le doute. Je ne sais pas si je t'aime. Voilà. Là, dans ces cas-là, pour la rêve. Dans ces cas-là, le doute profite à l'accusé. En fait, quand on aime quelqu'un, on ne le sait pas, on le sent. Ok, on sent quoi? On sent... Par exemple, quand cette personne... Je vais donner 2-3 tests simples, puisque la question, ne pas savoir répondre, peut être difficile. Quand on ne s'est pas vu pendant une journée entière ou 2 jours et qu'elle rentre ou qu'il rentre à la maison, est-ce que je suis content de le voir? Est-ce que je me dis, s'il était resté encore 2 heures dehors, ça m'arrangerait? Il y a déjà un indice. Ensuite, si je pense à cette personne et que je me dis, tiens, il lui arrive un problème, comment je me sens? Oui, d'accord. Est-ce que je me sens proche, en affection avec? Si je l'imagine avec quelqu'un d'autre, comment je me sentirais? Si un jour on se sépare et que j'apprends qu'il est avec quelqu'un, je me sentirais comment? Des questions simples comme ça. Et en fait, c'est des choses qu'on ressent. Pas des choses qu'on fait. C'est qu'est-ce que je ressens dans ces cas-là. Voilà. Est-ce quand il n'est pas là, il me manque? Elle me manque. Ça dépend de combien de temps. Oui, une demi-heure partie faire les courses. Au bout de 4-5 jours. Par contre, partir en séminaire ou une compétition sportive, et j'étais content que ça se termine et qu'il rentre. Voilà, j'étais bien seul, mais j'étais aussi content qu'il rentre. C'est un indicateur. Par contre, je suis parti 2-3 jours en congé, en vacances avec des copines ou des copains. Et en fait, je l'ai oublié. Bon, c'est un indicateur. Donc, on le sait plus parce qu'on ressent, plus que parce qu'on fait. Et d'ailleurs, on ne nous apprend pas suffisamment à écouter nos instincts. On réfléchit souvent par bien faire, pas bien faire, etc. Nos instincts sont extraordinaires. La première réponse, quoi, à la question. Ouais, il est malade, qu'est-ce que rarement. Notre instinct se trompe rarement. Il y a une étude, tiens, je vais te la raconter, elle va te passionner, sur l'instinct. Il y a une étude récente. C'est une étude sur les mouvements des yeux, mais sur l'instinct. On a mis 2 personnes, l'un en face de l'autre. Une des personnes, on lui disait, tu regardes les yeux, que les yeux, et dès que la personne bouge les yeux à droite ou à gauche, tu dois cliquer à la bouger à droite ou à gauche. Et le plus vite possible. Okay.
La personne qui bouge les yeux, des fois, elle le bougeait, soit parce que dans l'oreillette, on lui disait bouge à droite, bouge à gauche, soit quand on disait bouge là où tu veux, droite ou gauche. Quand il avait l'ordre de bouger à droite ou à gauche, la réaction en face pour dire il a bougé à droite ou à gauche était moins rapide que quand c'était lui, la personne qui a décidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système dans nos yeux qui est capable de détecter l'intention de bouger les yeux. Ce sont des instincts primaires qu'on a et qu'on oublie. Et on a plein de trucs comme ça. En gros, cette étude montre que je suis capable de détecter que tu vas regarder à droite presque en même temps que tu décides de le faire. Et on a plein de trucs comme ça dans notre corps. Sauf qu'on nous apprend plutôt à écouter la raison. En fait, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Ce que mon instinct me dit. Si je suis avec quelqu'un et que je me sens mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est une personne très gentille. Tout le monde me dit que c'est quelqu'un de génial avec ça. Mais moi, à chaque fois que je la vois, je ne suis pas à l'aise. C'est un argument suffisant pour ne pas voir cette personne. Il n'y a pas besoin d'aller le développer et l'expliquer. Pareil dans la vie amoureuse. Je suis bien avec... D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit, comment on sait si on n'aime plus quelqu'un? Posez-vous la question inverse. Pourquoi je l'aime? Mais c'est impossible des fois à répondre. Ouais. Si vous avez des réponses fixes, claires, c'est que c'est plus un projet que de l'amour. Ah, tu vois, parce que c'est vrai que là, moi, je n'ai pas de réponse. Non. Et ben, pour moi, l'absence de réponse est une bonne réponse. Parce que ça veut dire que c'est dans les tripes, quoi. Oui, c'est ça, t'as pas faire un si je l'aime parce qu'il fait tel boulot, parce qu'il conduit de cette façon, parce qu'il s'habille de cette façon, non, ça c'est un projet, c'est de la construction. Okay. Donc, apprenons à écouter tous ces trucs instinctifs, on les modère, on les tempère avec le côté raisonnable, mais ne l'oublions pas. Alors après, j'ai encore une autre question. Est-ce qu'on devient télépathe? Dans le couple? Oui. Oui. Moi, j'y crois à fond. Oui. On fusionne les cerveaux. Comme les chiens. Comme les chiens? Oui. Là aussi, je m'intéresse beaucoup aux chiens. Mon chien fusionne avec mon cerveau? Je ne sais pas si... Ou entre chiens. Le chien est capable de savoir si tu es malade ou pas avant toi. Hein. Okay. Tu peux sourire au chien, lui faire des bisous. Si tu es triste, il le sait. Parce qu'il détecte toutes ces petites choses que nous, on ne sait pas détecter. D'ailleurs, visiblement, les chiens détectent même des trucs de type... dans leur vue, il y a quelque chose de l'ordre des ondes magnétiques, ils ont une capacité à les détecter un peu. C'est pas pour rien qu'il y a des chiens qui détectent qu'une personne va faire une crise d'épilepsie. Voilà. Bref. Et je pense que dans le couple, on développe à force ça. Par exemple... Mais alors, au bout de combien de temps? Là, il faut être au moins 12 ans ensemble. C'est l'avantage. Oui. Je ne sais pas si c'est une question de temps ou une question de complicité. Okay. C'est-à-dire, si on est ensemble et qu'on ne regarde jamais l'autre, même au bout de 30 ans, on ne va rien deviner. Mais là, tout le monde l'a déjà vécu. La façon dont la personne dit bonjour, on est capable de dire si elle est bien ou pas. Juste la façon avec laquelle... Pourtant, il a dit bonjour de la même façon que d'habitude, mais il y a un truc différent. Ou même, par exemple, on est dans une soirée, il y a plein de monde. Il est loin avec d'autres gens. Oui. Moi, je suis là avec d'autres gens. Et tu sais ce qui se passe. Je sais exactement ce qu'il pense. Exact. Je sais quel genre de soirée il est en train de passer. Je sais exactement le débriefing qu'il va me faire de la soirée. Ça, c'est des détails qu'on scanne sans qu'on s'en rende compte. Je vais donner un exemple que tout le monde peut appliquer. Vous êtes dans un café, dans un resto, vous êtes sur une terrasse. Et quelqu'un rentre et vous êtes capable de dire qu'il est en couple. Et vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, c'est des détails. Tiens, je l'ai vu. Tout à l'heure, il est passé, il y avait un siège bébé à l'arrière, donc il a peut-être un enfant. Quand il est venu, il parlait au téléphone et a dit oui à tout à l'heure. Enfin, des détails comme ça. Et puis on devine que la personne a tel ou tel truc. Une sorte de Sherlock Holmes un peu inconscient. Et plus on est en couple, plus on connaît ces détails-là. Après une soirée, comme tu dis, combien de couples en rentrant disent « t'as vu, hein ?» Et sans rien dire plus. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça... Même parfois, juste, tu as un échange de regards. En fait, tu sais qui c'est que tu sais que tu sais. C'est ça. Et on comprend que c'est le moment de se barrer. Ouais, exactement. T'as vu, il est là, lui. Hein. Sans rien se dire. Rester. Bon, c'est pas grave. Toi, t'as envie de rentrer. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est aussi capable de dire « Tiens, là, il parle avec cette nana. » Mais c'est pas que amical. Exactement. Je le connais. Voilà. Et là, cette personne est en train de lui parler, ça n'a pas l'air d'être... Et pourtant, on n'a pas de preuves. Mais oui, on le développe. Et c'est tout le côté, ce que tu appelles télépathie. Moi, j'appelle ça l'instinct, qui est peu utilisé et qui peut se réveiller. On a perdu dans notre vie, d'ailleurs, moderne, on a perdu l'habitude d'utiliser l'instinct. Parce qu'on a les applications, tout est organisé, on sait...
Et il y a très peu de choses où on le fait uniquement à l'instinct. Et moi, je vous dis, reconnectez-vous à ça. Juste pour vous amuser, vous êtes quelque part, et amusez-vous. Tiens, je vais essayer de deviner. Lui, est-ce qu'il est amoureux ou pas de quelqu'un? Tiens, je vais essayer de deviner. Tu sais ce que je fais avec ma fille? On est en voiture, je l'amène au collège, et il y a des gens qui passent. Et le jeu, c'est d'essayer de deviner. Tiens, lui, à ton avis, il fait quoi? Elle a un sac à dos, elle va... Par contre, elle a l'air de faire la tête. Tiens, elle marche vite, elle est peut-être en retard à son école. Et en fait, c'est une façon de se reconnecter à des choses instinctives qu'on remarque. Ou, tiens, on est passé dans une rue et je lui demande, au fait, à ton avis, c'est le printemps ou pas qui arrive? Et je dis, bah, j'en sais rien. Mais dans la rue, tu n'as pas fait attention qu'il y a des fleurs qui recommencent alors qu'il n'y avait pas de fleurs. Et c'est une façon, en fait, de se reconnecter à tous ces trucs. De nos jours, on est tellement focalisé sur les téléphones. On peut se servir du coup pour ça. Oui, beaucoup. Et plus on le développe, plus ça va marcher dans le couple. Je suis capable comme ça tout de suite dans le couple de me dire, tiens, je vais vers lui, je vais vers elle pour faire l'amour, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Pas besoin qu'elle me le dise, limite. Si elle le dit, c'est encore mieux, ou s'il le dit, c'est encore mieux. Ou, d'ailleurs, on est en train de passer des bons moments et tout, et ça fait plusieurs jours, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Ben, c'est le moment de s'asseoir et de poser une question qu'on pose rarement dans le couple. Moi, c'est une question que, même moi, j'oublie de la poser, tellement elle est bête. Et pourtant, méga utile. C'est quoi? Comment tu vas, toi, en ce moment? Qui, dans le couple, a le réflexe de la poser? On a l'impression qu'on sait. Eh bien non, on ne sait pas. Vrai. On ne sait pas. Comment tu vas, toi, en ce moment? Une question tout con. Et si ça se trouve, l'autre va dire... Ah, tu sais, je t'ai pas trop dit, mais il y a un truc qui m'embête au boulot, ça me prend la tête. Et là, tout d'un coup, on comprend, ah ok, l'autre jour, quand il était un peu absent, ça n'avait rien à voir avec moi, en fait. J'ai une question longévité, puisque c'est aussi le but de ce podcast. Donc, il y a pas très longtemps, il y a eu des études qui montraient que l'homme en couple longue durée vivait plus longtemps, mais au contraire, la femme en couple longue durée vivait moins longtemps. Ça affectait négativement la longévité. C'est vrai. C'est vrai? Oui, en tout cas, dans l'étude, elle est vraie. Et j'ai beaucoup cogité. C'est l'homme qui puise, qui suce le sang. Tiens, on va les laisser mettre dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Alors, pendant longtemps, mais je me suis dit, c'est probablement la charge mentale qui est assez souvent, pèse assez souvent plus sur les femmes que sur les hommes. Et pour info, quand on dit charge mentale, fatigue mentale, on parlait de dopamine, il faut savoir que ça peut se traduire par des fatigues physiques. Ce n'est pas forcément que ça provoque des maladies, mais quelqu'un qui est en état de fatigue mentale, s'il a un petit problème de santé, il a moins de capacité de résister à ce problème de santé. Donc il y a ça aussi. Et il y a aussi le fait, et ça c'est mon avis, c'est que dans le couple durable, il y a malheureusement beaucoup de couples qui oublient les jeux de séduction avec le temps. Et l'homme commence à dire ouais, elle n'a pas de libido, elle n'a plus envie, etc. Ben, c'est quand la dernière fois que tu as essayé de faire un jeu de séduction, pas jeu sexuel. Hein. Jeu de séduction, c'est pas acheter un sextoy. Hein. Jeu de séduction, c'est lui laisser le temps de se préparer, l'attendre à l'extérieur de la maison pour l'amener quelque part. Le jeu de la séduction, c'est de faire beau. C'est de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. C'est aussi la regarder avec un regard qui dit je te trouve belle, pas j'ai envie de toi. D'ailleurs, ça serait bien que ça soit j'ai envie de toi, pas j'ai envie de sexe avec toi. La phrase, elle est hyper importante. Beaucoup de femmes disent qu'elles perdent leur libido parce qu'elles sentent que leur homme a envie de sexe, pas d'elle. Quand on a envie de quelqu'un, on s'intéresse à la personne, qu'il y ait ou pas de sexe d'ailleurs. Si on a envie de sexe, ça se ressent. C'est comme si je te dis, viens, il faut qu'on aille à tel endroit, et tu sens que c'est juste parce qu'il faut que j'aille à tel endroit. Il faut que j'aille à telle ville. Par contre, si je te dis, ah, j'adore cette ville, j'adorerais partager ce moment avec toi. Tu as un peu plus envie d'y aller. Que j'y vais parce que lui, il est obsédé par ce truc, quoi. Bref. Et il y a ce fait-là, ce jeu de séduction fait qu'un peu à la fois aussi, on n'a plus envie de s'occuper de soi-même. Donc, on fait aussi moins de sport. On mange un peu, on compense parfois en mangeant des choses qui nous font plaisir. Si mon seul plaisir à la fin de la journée,
c'est de me faire un bon repas, je vais me faire un bon repas. Par contre, si en fin de journée, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on se retrouve à deux parce que je sais qu'on va passer un moment de complicité et je vais m'occuper de lui, il va s'occuper de moi et ça va aller. Et donc, tout ça peut donner un risque de mortalité puisque... Chez les femmes. L'alimentation peut se dégrader. D'ailleurs, quand une femme se sépare après l'âge de 40-50 ans, quelle est la première chose qu'elle se remet à faire? Elle redevient canon de ouf. Et comment? Alors ça, j'en ai eu plein. Et comment? Mieux manger, mieux manger, plus faire de du sport, voir du monde, j'en vie ai sociale. plein des exemples comme ça. Et ça, c'est un facteur de longévité. Tout à Le fait. fait de mieux manger, faire du sport, s'occuper de soi. Ouais. Et le bien-être est un facteur de longévité. La dépression est un facteur de risque de mortalité. Donc, oui, il y a probablement se rendre compte de ça. quelque chose de ce type-là qui est présent. Et je pense qu'il y a aussi un dernier truc, c'est que les femmes qui sont en couple, c'est une impression que j'ai, hein, là, c'est une discussion, une impression, t'es tellement expérimenté. peuvent parfois se mettre au deuxième plan quand elles ont des problèmes de santé. Ce rôle de maman qu'elles ont joué, j'allais dire malheureusement, elles le gardent à vie. Et en tant que maman, c'est pas grave si moi, je ne suis pas au top du moment que tout le monde va bien dans la maison. Et il y a probablement de ça qui fait que aussi, il y a peut-être des maladies qu'elle néglige, qu'elle ne soigne pas tout de suite. Ou, voilà. Il y a peut-être quelque chose de ce type-là. D'accord. Ce n'est pas vraiment l'influence de l'homme sur la femme, c'est vraiment plus tout un C'est la façon dont c'est organisé. Ouais. Et il y a la vie sexuelle. Il faut savoir qu'après la ménopause, beaucoup de femmes, faussement, pensent que ça y est, leur vie sexuelle est terminée, ce qui est une erreur. Il y a plein de trucs qu'on peut faire pour continuer une vie sexuelle. Or, on sait qu'une vie sexuelle régulière, épanouie, est clairement associée à une diminution du risque de mortalité. C'est quelque chose qui est prouvé. Et le fait de prendre soin de nous fait qu'on a notre vie sexuelle qui continue. En gros, le fait de s'occuper de soi, ça va faire de sorte qu'on ait une vie sexuelle plus épanouie. Et le fait qu'on ait une vie sexuelle plus épanouie, ça va nous améliorer encore plus notre état de santé. C'est donnant-donnant, en fait. Pas laisser, entre le sexe et pas laisser le vide s'installer, quoi. C'est ça. Et enfin, je voulais qu'on parle peut-être de cette nouveauté. J'ai l'impression, en tout cas, je lis ça dans les journaux et sites, sur cette vie de couple, pas couple libre, c'est ça? Union libre, couple libre. On est ensemble, mais pas vraiment ensemble. On est presque en train de dire que c'est l'avenir du couple de nos jours. Ouais. D'être coparents, mais libres. C'est ça. Vivre dans deux endroits différents. Alors, ça vient... qui existent de plus en plus. Et c'est... d'ailleurs... Est-ce que c'est l'avenir, en effet, ça existe de plus en plus. Eh ben, c'est une vraie question parce que les études montrent que les couples qui sont en union libre, effectivement, se disent plus épanouis. Mais... si on mettait tout le monde en union libre, on aura beaucoup de gens pas épanouis. Alors, je m'explique. Les gens qui sont en union libre, ils sont épanouis pas seulement parce qu'ils sont en union libre, mais qui est en union libre? Des gens qui ont discuté. Toi, tu fonctionnes comment? Est-ce que tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Et ils ont trouvé quelqu'un qui fonctionne exactement comme elle, comme eux. Sinon, ils ne seraient pas en union libre. S'ils commencent une relation avec l'autre personne et totalement contre l'union libre, ils ne sont pas en couple. Être complètement contre l'union libre, est-ce que c'est plutôt une construction sociale de l'enfance depuis le début, ça peut être psychologique. Tu prends quelqu'un, par exemple, qui a un fonctionnement peu sécure, une anxiété, un trouble anxieux. Pas que du couple, dans tout. Dans le travail, j'ai tout le temps peur de mal faire. Dans ma vie de tous les jours, j'ai tout le temps peur. Mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal dans l'union libre, parce qu'il aura tout le temps peur que ça ne soit pas la bonne chose à faire, de perdre l'autre, etc. Ça peut être aussi lié à une période de vie. Par exemple, il y a des personnes qui seront prêtes à être en union libre dans une période de vie, mais pas dans une autre période de vie. Donc, moi, on m'a posé la question, est-ce que tu penses que c'est l'avenir du couple? J'ai dit, est-ce que tu penses que le couple classique est fini et que c'est les troupes, l'union libre, etc., l'avenir? Et ma réponse, elle est pour le moment invariable. Ce n'est pas la fin du couple classique. Par contre, c'est la fin du modèle unanime de couple classique. D'accord, donc en gros, couple classique restera. Plus de possibilités qu'une seule possibilité. On va pouvoir choisir. Et au lieu d'avoir le couple classique qui est le repère, ça va devenir une des possibilités. C'est pas forcément ça la réussite. Parce qu'il y a aussi ça parfois. On se dit, finalement,
tu vois, par exemple, mes parents, eux, c'est un peu le cas. Donc là, ils vont fêter leurs 50 ans de mariage. Oh, c'est la réussite. Mais oui, on a une sorte d'admiration exactement. Pour ça. Non, ça sera plus forcément le cas. D'ailleurs, dans le passé, la réussite était le fait d'être en couple. De nos jours, la réussite, c'est le fait d'être épanoui. Et c'est quelque chose que j'apprends à ma fille aussi. Ne cherche pas à faire ce qu'il faut tout le temps. Cherche à faire ce qui te rend heureuse aussi, sans faire du mal aux autres. Si j'ai eu 2 ou 3 couples dans ma vie, que j'ai réussi à être épanoui dans la relation et que la séparation s'est très bien passée, c'est une réussite. Sinon, c'est un jugement social et pas un jugement, on va dire, psychologique fin là-dessus. Parce que finalement, c'est un peu ça le problème du couple longue durée où on n'ose pas peut-être se séparer. Parfois, c'est peur de faire du mal à l'autre. Parfois par amour, il ne faut pas oublier. Hein. Oui, voilà, tout ça à fait. Existe, hein, ou de rompre un peu une espèce d'idéal, d'une sorte de réussite, ce gâchis, entre guillemets. Il y a un truc très courant, c'est dans la jeune génération, c'est... Moi, j'ai vu mes parents se séparer. J'ai vu les dégâts que ça a fait parce que moi, j'ai été trimballé entre deux. Puis, comme tu disais tout à l'heure, il y a un des deux qui a utilisé les enfants comme monnaie d'échange, etc. Et ils se disent, moi, il n'est pas question que je fasse vivre ça à mes enfants. Reproduire. Sauf que, en partant de ce principe, ils se disent quoi? Moi, je ne divorcerai pas parce qu'ils partent du principe que c'est le divorce qui a donné ça. Ou bien, moi, je ne ferai pas d'enfant, ou bien je ne me mettrai pas en... Alors qu'en fait, la vraie réflexion doit être, si un jour je divorce, je ne ferai pas ça. Ça, c'est un objectif qui me paraît beaucoup plus logique. Oui, finalement, c'est toute une réflexion sur la coparentalité qui doit être complètement refaite. Exact. En fait, il faut arrêter d'utiliser les enfants comme... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comment je fonctionne, comment l'autre fonctionne, et on construit notre couple avec un équilibre de ça. Moi, j'ai un couple, par exemple, qui a divorcé. Suite au divorce, ils se sont revus quelques fois, ils se sont remis ensemble. Là, maintenant, ils sont de nouveau en couple, de nouveau mariés, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils ont 60 ans. Et alors, est-ce qu'on peut vivre ensemble, donc être en couple un peu, en couple exclusif, donc pas en union libre, mais ne pas vivre sous le même toit? Oui. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça marche? Beaucoup le font, plus rarement quand il y a des enfants de bas âge. Parce que là, ce serait épuisant et à des distances pas très éloignées. Mais oui, ça existe. D'ailleurs, tu vois, on parle de couple. Deux maisons, quoi. Oui, deux logements. 2 appartes, Là, on parle de couple. On oublie que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, et je pèse mes mots, dans toute l'histoire de l'humanité, que des personnes de plus de 60 ans se projettent à être de nouveau en couple et construire. Tout à fait. C'était rare, exceptionnel avant. Maintenant, oui. Quand on parle de couple, on imagine toujours des personnes jeunes qui vont se mettre ensemble et être en couple. Pour se marier, faire beaucoup d'enfants. Voilà. Disney, merci. Voilà. On oublie qu'il y a des couples qui existent, qui ont commencé à 50 ans, à 60, à 70 ans. Et ça, il n'y avait pas de repères. Ils sont en train de créer les repères de ça. Et c'est pour ça que je dis... en fait. Ben oui. Et c'est pour ça que je dis que ça dépend de la période de vie. Si je rencontre quelqu'un dans une période où je suis en train de finir mes études de médecine, de travailler à fond, mes parents ont besoin de moi, etc., pas sûr que je vais immédiatement être emballé par l'idée d'être en couple, à vivre sous le même toit. Peut-être que ça m'irait de vivre chacun de son côté et avoir une liberté. Par contre, j'ai fini mes études, je travaille, j'ai beaucoup de temps libre, j'ai beaucoup de temps à offrir à quelqu'un, j'ai pas de responsabilité. Ça risque de beaucoup me plaire de vivre avec quelqu'un au quotidien. Donc c'est pour ça que je dis la période de vie joue un rôle aussi. Encore une fois, c'est des phases. Et l'éducation. Si j'ai 60 ans, 50 ans, je ne réagis pas de la même façon que si j'ai 20 ans, 30 ans. Tout à l'heure, on parlait des femmes à 40, 50 ans qui divorcent. Si elles ont déjà des enfants et qu'elles ont déjà construit une vie familiale et qu'elles se séparent, en général, elles disent, là maintenant, le choix du partenaire va être différent. Je ne vais pas choisir quelqu'un qui va être un bon papa. Je vais choisir quelqu'un avec qui je me sens bien. Pas de jeunes enfants. Et surtout là, c'est pour moi. Ma vie constructive, sociale, je l'ai faite. Là maintenant, la seule règle, c'est que je sois bien. Alors qu'avant, je pouvais faire l'impasse un peu sur mon bien-être parce qu'il y avait quelque chose à construire. Et c'est tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte. Hyper intéressant. Pour conclure finalement, est-ce qu'on devient plus individualiste dans le couple, c'est-à-dire qu'on fait plus attention à soi, plutôt que de faire attention au couple et à la famille? Alors, je trouve... C'est une individualisation de... Je trouve qu'on n'est pas forcément plus individualiste. Par contre, on est plus dur avec le couple que dans le passé. C'est-à-dire, avant,
le couple était là pour qu'on lui donne. Il fallait aider ce couple-là, quoi, dans le couple. Maintenant, il faut que le couple me donne. Donc ça peut ressembler à l'individualisme. Le couple doit m'apporter quelque chose. Mon couple doit être épanoui. Mon couple doit bien fonctionner, etc. Et on a perdu un peu ce côté. Et moi, qu'est-ce que je vais apporter au couple? Pas juste ce que le couple va m'apporter. Mais je trouve que c'est le cas dans beaucoup de trucs. Dans le boulot, c'est pareil. Il y a qu'est-ce que ce boulot m'apporte. Par exemple, moi, je suis d'une génération où il n'y avait pas cette question-là. Toi, tu devais travailler pour l'entreprise, apporter quelque chose au travail. Maintenant, il y a qu'est-ce que le travail va m'apporter, qu'est-ce que la société m'apporte et qu'est-ce que le couple. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit vrai qu'on soit individualiste. Par contre, on est plus exigeant avec le couple, ça c'est vrai. Est-ce qu'il faut changer les lois du couple, de la parentalité? Lois de l'État? Oui, les lois finalement, parce que moi j'ai l'impression, en tout cas moi de ce que j'ai vu dans les divorces, vraiment donc des mariages, divorces, séparations compliquées, c'était quand même beaucoup de problèmes légaux où en fait il y avait des flous absolus, pas vraiment de règles, tout est négociable, rien n'est réellement facile. La société et les mentalités ont évolué beaucoup plus rapidement que les lois. Donc les lois peuvent paraître totalement déconnectées de certaines réalités. Ça dépasse ton expertise, mais tu le ressens peut-être dans Si. D'ailleurs, les gens qui arrivent à s'en sortir, en général, quand il y a une bonne entente, il y a quelque chose d'écrit dans les documents du divorce et ils font totalement autrement. Parce que ce n'est pas adapté ce qui est écrit dans les papiers divorce. Exemple, c'est un week-end sur 2 pour le papa et le reste du temps avec la maman. Trop figé. Et finalement, c'est une semaine sur 2 et ils sont tous les deux bien comme ça. Pas besoin de l'écrire, etc. Le jour où il y a un problème, on a un papier qui dit OK. Le jour où il y a une énorme dispute, on suit ça. Et voilà. En fait, les lois pourraient être plus assouplies, plus adaptées, on va dire, plus personnalisées. Mais je plus adaptives aussi, tu vois. Plus évolutives. Oui. Ouais. Mais je trouve que, quelles que soient les lois, on aura toujours besoin de ce que je viens de dire. Bon, OK, la loi, elle dit ça, mais entre nous, on va s'arranger. Il y a le bien-être des enfants. Moi, je ne te veux pas de mal. Je te montre que je ne te veux pas de mal. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus, etc. Mais pour ça, il faut que le divorce soit préparé, pas brutal. Il faut que le divorce soit préparé, pas brutal. Il faut aussi une force mentale aussi, de plus en vouloir à l'autre. En fait, il y a aussi cette haine, cet amour qui se transforme. On peut en vouloir à l'autre et pourtant dire c'est un partenaire jusqu'à, par exemple, que les enfants soient grands, par exemple. Et d'ailleurs, c'est la coparentalité, finalement, à revoir complètement. Et n'oublions jamais que notre rôle en tant que parents, ça aussi, ça a changé, je trouve. Dans le passé, c'était beaucoup ce que... Comment dire ça? Le rôle de parent, c'était à la limite de s'oublier, quoi. Ça a beaucoup changé, ça. Maintenant, mes enfants aussi doivent s'occuper de moi. Moi, j'adore une phrase de Gibran Khalil Gibran qui dit « Vos enfants ne sont pas les vôtres. Ce sont les enfants de la vie. Vous êtes là pour les aider à ce qu'ils soient bien dans leur vie. » Et même dans le monde animal, l'instinct maternel et paternel prend toujours le dessus. Vous pouvez voir un animal petit comme ça, avec son bébé. Le bébé se fait attaquer par un énorme animal, et le petit animal parent va venir défendre quand même, en prenant le risque pour sa vie. C'est ce qu'on appelle l'instinct parental. Et normalement, on ne doit pas le perdre, parce qu'il y a une guéguerre entre les deux parents. Mon instinct parental doit toujours prendre le dessus sur le reste. Super intéressant. Les enfants sont faits pour être aimés de façon inconditionnelle. Merci beaucoup Merci à toi toutes pour ces infos. Tu vois, on n'a pas été si court que ça. On voulait être court et finalement non. Merci beaucoup. Merci. Donc on rappelle ton site. Charles.co, la chaîne YouTube sur laquelle je parle de plein de sujets de sexualité, je parle de sport, d'obésité, etc. Et donc un livre à paraître en septembre prochain. Un livre à sortir en septembre, Amour et sexualité, c'est pas si compliqué. Merci beaucoup Gilbert, Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. David Ordonneau et moi-même, nous vous remercions pour votre fidélité. Oui, David Ordonneau est bien toujours là, derrière le podcast en homme de l'ombre. Il vous embrasse, il va très bien, il continue à faire du sport et à gérer sa vie de couple sur le long terme comme il peut. Nous vous souhaitons aussi bonne chance dans votre vie de couple. Donnez-nous vos remarques, vos suggestions, vos commentaires. Racontez-nous comment vous faites pour vivre à deux pendant très longtemps. Et on vous dit à très bientôt. Salut!